Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce midi de l'emploi et de la formation consacré au recrutement d'un jeune de la Gen Z. Je suis Franck Parnaudot de la FRSEA des Pays de la Loire, la Fédération régionale des exploitants agricoles. Et nous vous proposons ce webinaire, je vous propose, mais c'est une animation qui me revient cette semaine pour une organisation qui est celle d'un cadre interprofessionnel qui rassemble le MEDEF, la CPME, l'U2P et un cadre multiprofessionnel qui rassemble de ce côté-là l'UDES et la FRSEA, et ces midis de l'emploi et de la formation proposés par les organisations multiprofessionnelles et interprofessionnelles bénéficient de l'appui des services de l'État, la DRETS, la préfecture de région, et puis le CARIFOREF, pour ce qui est de ce webinaire. Notre propos est d'essayer de répondre à vos besoins de chefs d'entreprise pour l'emploi de vos collaborateurs. Pour le bon déroulement de notre conférence, je vous propose de couper votre micro et de saisir votre clavier pour poser vos questions sur le chat. Nous donnerons un temps en fin d'intervention pour répondre aux questions que vous aurez formulées. Notre séquence est enregistrée. Si vous ne souhaitez pas que votre image soit diffusée, vous pouvez couper votre caméra. Je vous remercie à nouveau d'avoir répondu présent pour ce webinaire et je remercie nos intervenants aujourd'hui. Si vous recrutiez un jeune de la Gen Z autour de cet intitulé, nous allons essayer de comprendre le rapport des jeunes au travail afin que vous, chefs d'entreprise ou dirigeants, puissiez investir sereinement dans leurs compétences. Nous aurons une première partie euh, qui nous permettra de nous donner les clés, de vous donner les clés pour comprendre la génération Z, avec une présentation par Monsieur Philippe Béor que je présenterai un tout petit peu plus longuement à l'instant. On essaiera de comprendre la génération Z, ses aspirations et ses talents, et on essaiera également de se demander comment adapter son recrutement et son management pour réussir son investissement dans les compétences des jeunes de la Gen Z. Et puis nous aurons une deuxième partie où nous aurons le témoignage de M. Benoît Opecle que je présenterai un peu plus tard, qui nous expliquera comment la Gen Z a challengé positivement son organisation et son management dans la plateforme qu'il dirige. Alors, génération Z, génération millennials, voilà, j'ai pourtant répété, génération alpha, génération X ont autant de catégorisations sur lesquelles Monsieur Baird nous apportera une explication. Disons simplement que nous avons une génération de jeunes gens qui sont aujourd'hui disponibles pour voir les emplois dans les entreprises. Pourtant, les chefs d'entreprise, si on en croit l'Institut de sondage Ipsos, dans une publication de juin 2024, la ressource, vous l'aurez en fin de présentation. Donc, si on en croit l'Institut Ipsos, les chefs d'entreprise éprouvent de réelles difficultés à comprendre la Gen Z, mais aussi à la fidéliser. Sur bien des points, elle se révèle pourtant assez semblable aux autres générations, et même la Gen Z aime l'entreprise et elle n'en est pas désinvestie, selon, encore une fois, ce sondage. Donc, intéressant
nous a-t-il semblé d'essayer de comprendre ce qui se passait finalement entre ce ressenti et, ce à quoi peuvent aspirer les jeunes. Philippe Béor, vous êtes délégué régional de la PECITA, alors dans une région voisine de la nôtre des Pays de la Loire. La PECITA, c'est l'Association pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens d'agriculture. C'est en quelque sorte l'APEC des secteurs de l'agriculture, les services et industries d'amont, les productions, les services et industries d'aval. Vous proposez des offres d'emploi aux candidats. Vous proposez aux candidats de diffuser leur demande d'emploi. Et vous proposez également aux candidats et aux entreprises une expertise dans la recherche d'emploi pour les uns et le recrutement pour les autres. Voilà, je vais vous laisser la parole et en vous en mettant, voilà, en projetant votre diaporama. Voilà, je vous en prie. Merci, merci beaucoup. Oui, pour compléter, hein, la PECITA, effectivement, en termes de raccourci, peut être présentée comme étant la petite sœur ou la petite cousine de l'APEC, puisque nous n'avons pas la même dimension. Nous sommes une association qui a des dimensions plus modestes. On est une soixantaine de personnes réparties en équipes de 3 à 4 personnes sur le territoire national avec des délégations. Et moi-même, j'anime les délégations de Poitiers, Limoges et Clermont-Ferrand. Alors effectivement, on a 2 sites internet pour diffuser les offres d'emploi, pecita.com, et un autre site qui s'appelle Réseauti, TEE, qui est un peu plus spécialisé sur les offres liées à l'environnement et l'agro-environnement. Des services aux candidats qui souhaitent travailler, trouver des formations dans le domaine agricole, et également des services aux entreprises. Ça va de la diffusion de leur offre d'emploi jusqu'à l'accompagnement dans le développement de leurs ressources humaines. Alors, je ne suis pas à proprement parler un expert de la Gen Z, mais en revanche, c'est un sujet qui nous intéresse, auquel on est confronté, nous, très directement, la PECITA, mais également les employeurs que nous accompagnons. Et de fait, nous avons un œil attentif et un certain nombre de réflexions autour de comment comprendre, comment attirer et recruter la Gen Z. Eh ben, je veux bien qu'on passe, Franco, à la diapo suivante. Donc, comprendre la Gen Z, comment l'attirer, comment la recruter sera le fil conducteur de l'intervention. Et on peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Alors, il faut cliquer là, Franck, parce que voilà, alors la jeunesse aime le luxe et a de mauvaise manière, elle se moque de l'autorité. Alors, qui a dit ça? Si vous voulez cliquer à nouveau, eh bien, c'est un monsieur qui ne date pas d'hier matin, Aristote, moins 322 avant Jésus-Christ. C'est un petit clin d'œil pour vous faire comprendre, mais vous l'avez compris, j'imagine, que les chocs de génération ne datent pas d'hier matin. Et même si effectivement on a tendance à stigmatiser peut-être un peu trop la Gen Z, elle est surtout victime d'incompréhension ou de différence de point de vue avec les générations antérieures. Et ma foi, même si on va le voir, on doit s'y adapter. Elle est peut-être pas si différente que ça, comme Franck le disait dans son introduction. Un balayage rapide des différentes générations avec des appellations. Donc la génération silencieuse, 1928-1945, avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, puis la génération des baby-boomers, post-conflit, génération X, 65-80, la génération Y à partir des années 80 jusqu'à
jusqu'à l'aube de l'an 2000. Et puis à partir de 97, la génération Z et la génération prochaine qui nous attend, serais-je tenté de dire, la génération alpha. Donc vous voyez, finalement, on a tendance à penser que les choses vont très vite à partir des années 2000, mais on s'aperçoit que bon, la Gen Z, c'est 13 ans, la génération Y, c'est 17 ans, génération avant, c'est 15, etc. Et que finalement, les générations ne sont pas dans leur appellation et leur délimitation plus courtes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier. Alors ça c'est un petit slide que j'aime bien présenter. Alors effectivement, c'est très provocateur, hein. On parle de clichés ou d'idées reçues. Comment la Gen Z est perçue par les générations précédentes? Ben, on l'aperçoit comme étant allergique à l'autorité, alors que on va le voir tout à l'heure, c'est pas aussi vrai que ça, et que les clichés sont tenaces et que vraisemblablement ils entretiennent aussi l'incompréhension. On les pense pas très courageux, alors qu'en fait, on le verra également tout à l'heure, il y a une recherche de sens, hein, qui fait qu'elle n'accepte pas forcément tout, mais la Gen Z n'est pas plus fainéante que ne l'étaient les précédentes. Manque d'ambition, encore une fois, là, c'est aussi une question de point de vue et une question de valeur, puisque là où la valeur travail autrefois représentait l'ascension sociale, représentait un niveau de vie, bien aujourd'hui c'est plutôt un effet miroir avec une certaine fierté de ce qu'on peut faire et de ce qu'on est en mesure de faire, de ce qu'on peut donner à l'entreprise. Et puis, peu d'envie d'apprendre, c'est plutôt des méthodes d'apprentissage, on y reviendra tout à l'heure, qui sont assez différentes, qui sont assez immédiates, avec le truchement d'outils, notamment d'outils numériques, de e-learning, des MOOC, etc. Donc, des façons de faire et des façons d'apprendre qui sont différentes, mais qui n'entravent pas la soif d'apprendre et qui ne limitent pas la capacité à apprendre. On peut passer, Franck, s'il vous plaît. Alors, la Gen Z, c'est des repères qui sont les suivants. C'est une génération qui travaille dans la fluidité, hein, c'est-à-dire il y a un continuum dans les activités, il y a une perméabilité. Je le disais hier avec Franck quand on faisait un point, hein, c'est la capacité à peut-être aller regarder sur Night Store comment on peut se procurer la dernière paire, même si je suis un peu dans la caricature, de chaussures de sport pendant le travail. Peut-être pas que la génération Z d'ailleurs, mais aussi une capacité à envoyer un mail à 10 heures du soir à son supérieur parce qu'il y a une idée qui vient de germer et qu'il faut la donner tout de suite dans cette pression de l'immédiateté, donc de la perméabilité entre les sphères professionnelles, les sphères privées, associatives, les hobbies, pardon, les passe-temps. Et il y a une interconnexion entre tout ça qui est quelque chose d'assez nouveau. On appelle aussi la génération Z la génération des slashers, c'est-à-dire la capacité à mener de front plusieurs activités. Alors, si on prend un exemple d'une activité qui peut être une activité de loisir, on est capable de regarder un match de rugby et puis en même temps d'avoir son téléphone dans la main, d'envoyer des messages sur les réseaux sociaux et puis de consulter des mails. Et puis voilà. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et c'est quelque chose d'assez déroutant, mais qui peut s'avérer être au final une qualité dans l'exercice d'une mission où on confierait des tâches assez diversifiées qui viennent s'entrecroiser. Les 4 C, alors c'est une hyper connexion, c'est aussi beaucoup de créativité, c'est beaucoup de communication et c'est beaucoup d'appétence pour le travail collaboratif. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra tout à l'heure.
il y a une notion qui est assez déroutante aussi pour les personnes des générations antérieures. Alors, c'est pas comme on dit en anglais, c'est pas du give up, hein, mais c'est pas l'abandon d'un projet, d'un objectif, mais c'est une déconnexion qui peut être temporaire de ce qu'elle ne peut pas obtenir. Pardon, j'ai fait une petite faute. C'est-à-dire que cette génération est très très imprégnée de tout le monde et toute l'information à bout de bras. Et c'est vrai que quand elle ne peut pas obtenir ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle avait visé dans un temps court, eh bien, il y a une certaine propension à se déconnecter, quitte à revenir plus tard. Ça fait tout à fait écho avec ce qu'on évoquait à l'instant, hein, la spatio-temporalité très courte, hein, c'est un peu le tout et tout de suite. Et puis un terme qui a été inventé par un sociologue du nord de l'Europe et qu'on a traduit en français par solastalgie, qui est une angoisse liée à la perception de l'évolution de l'environnement à terme et qui génère une vision aussi de courte durée et qui empêche aussi de se projeter très loin dans le temps. Alors la Gen Z et son environnement, on vient de le voir hein, en filigrane à travers les différents exemples, c'est une génération du tout numérique, c'est la première génération qui est née avec une place très très importante du numérique. Hein. On dit pour le clin d'œil qu'elle est née avec un téléphone à la main. C'est aussi une génération qui est née et qui a côtoyé très jeune le Covid. Et c'est une génération qui a vu de profondes mutations, notamment alors dans les habitudes de consommation, mais aussi dans les habitudes de travail, où on a mis une bonne partie du pays en télétravail pour celles qui le pouvaient. Et ça a généré une vision très très particulière, une relation au travail assez nouvelle. C'est une génération, alors c'est pas la seule, hein, mais qui a connu et qui connaît la crise économique. Alors on peut effectivement toujours débattre sur la notion de crise, qui est normalement quelque chose qui n'est pas durable. Or, ben, on est plutôt sur quelque chose de durable. Mais voilà, j'ai baigné dans la crise. Il y a quelque chose qui est important et qui est soulevé aussi par de nombreux sociologues et des experts, des observateurs, c'est une progression sociale qui est en régression, c'est-à-dire que les classes socio-professionnelles modestes ont moins accès à l'ascenseur social que ne pouvaient l'avoir ces mêmes classes dans les générations précédentes. Alors, ce n'est pas une idéologie hein, de droite, de gauche, hein, c'est vraiment quelque chose qui est avéré et qui est confirmé par les observateurs et les nombreuses statistiques. Et puis cette préoccupation environnementale, hein, la solastalgie, qui est quelque chose d'assez prégnant dans la vision et dans l'interprétation qu'elle peut se faire du monde qui l'entoure. Alors, la Gen Z et le monde du travail. Beaucoup de personnes de la Gen Z ressentent de l'angoisse au travail et ressentent également un stress qu'ils qualifient de difficile à gérer. Le travail n'est plus une valeur centrale comme il a pu l'être autrefois, d'un développement personnel, d'une progression dans l'échelle de l'entreprise, mais plutôt comme quelque chose qui va servir à développer son soi et plus en termes de développement transversal que quelque chose qui est centré vraiment sur la trajectoire professionnelle. Beaucoup de recherche de sens, de valeur, l'effet maillon, hein, c'est-à-dire je fais un travail qui est délimité, puis après je passe le fruit de mon travail à quelqu'un d'autre qui va s'en occuper pour l'amender, pour le continuer. Ça, c'est quelque chose qui est très mal vécu parce qu'il y a une recherche de sens et il y a une recherche de participation à toute la chaîne d'une activité. Des attentes très très différentes aussi par rapport au monde du travail, avec des notions de bien-être,
des attentes quant au lieu. Alors ça peut être effectivement comme le télétravail, mais ça peut être aussi l'entreprise comme un lieu social où on va rencontrer des gens, où on va tisser des relations qui ne seront pas forcément des relations professionnelles. C'est-à-dire, encore une fois, hein, une porosité, comme on l'avait dit tout à l'heure, une perméabilité entre le monde privé et le monde du travail, la vie privée et la vie du travail. Télétravail, évidemment, avec un souci qui génère des incompréhensions, des difficultés, c'est que tous les métiers ne peuvent pas être exercés en télétravail et que là, il y a une vraie rupture entre les métiers de service qui peuvent l'être et les métiers de la production, notamment la production agricole, hein, c'est notre champ de bataille à la PECITA. Et ça pose de nombreux problèmes et des problèmes de ressenti d'inégalité dans la façon dont on peut travailler. Une attente, alors on en avait discuté avec Franck hier, de management aplati ou management en râteau. C'est pas forcément une attente d'un management complètement horizontal, mais c'est un management avec peu de strates et une accessibilité facile aux managers. Et puis, alors ça ressort dans toutes les études qu'on peut lire à droite et à gauche, un besoin de transparence, c'est la Truth Generation, pour employer un terme anglophone, c'est-à-dire c'est une génération qui a besoin, plus que les autres, qu'on lui dise pourquoi, comment et quel est le sens de tel ou tel travail et pourquoi on fait comme ça et pourquoi on conduit une mission comme ça, pourquoi on parle comme ça à un client, pourquoi on a un process qui ressemble à ça et pas à celui-ci. Alors, je pense que c'était une attente hein, des générations précédentes, effectivement, mais les générations peut-être un peu plus silencieuses, hein, qui avaient un héritage on écoute le chef. Là, on est vraiment dans ce besoin de transparence et de vérité. Alors, les attentes au travail, hein, pour commencer à aller sur le champ du recrutement, hein, c'est beaucoup d'attentes sur de la technologie et de la technologie de pointe, puisque sont des personnes qui sont très, très à l'aise avec les outils technologiques de l'attente sociale, un espace social. Ça, je viens de l'évoquer, hein. C'est-à-dire que l'entreprise doit fournir un espace de travail physique et convivial. Alors, c'est pas forcément, comme on l'évoquait avec Franck hier, le baby-foot dans la salle de pause, mais c'est un vrai espace de liaison et de connexion entre les personnes. Beaucoup d'appétence pour des méthodes d'apprentissage, soit qui, par le biais de la technologie, mais aussi par le biais des apprentissages ludiques. Alors, c'est pas toujours facile, mais c'est vrai que l'accessibilité à la formation en ligne, au e-learning, à de l'information très très rapide, sous des formes vidéo, sous des formes, fait qu'aujourd'hui, effectivement, si l'apprentissage est trop lourd et trop figé, ça pose des problèmes. Communication informelle avec de la convivialité, beaucoup de participation et une recherche d'un climat social agréable. C'est une génération qui est en attente de feedback très très régulier et d'accompagnement, c'est-à-dire que on n'est pas dans le contrôle, mais on doit demander comment ça se passe et on doit veiller à mettre en place des choses très très régulières pour que ça se passe bien et pour que ça se passe bien tous les jours. Et puis, des notions de fierté qu'on a évoquées tout à l'heure et de fun, hein, le côté ludique de l'apprentissage et qui va de pair avec un climat social agréable. Alors, les difficultés du monde du travail et de la Gen Z sont assez simples, hein. C'est notamment pour les TPE, les PME, c'est une difficulté d'adaptation parce que tout va vite aujourd'hui. C'est encore plus difficile pour les entreprises de l'agriculture et les entreprises plus globalement de la production parce qu'on est contraint par des cycles de production, on est contraint par de la saisonnalité, par de l'organisation et on est contraint par des délais. Et effectivement, ça pose un souci d'adaptation. C'est comment fait-on pour s'adapter? Comment fait-on pour être attractif alors qu'on a ces contraintes du quotidien?
Donc, la rigidité de la production hein, qui va de pair avec l'adaptation difficile des TPE, c'est des politiques RH qui doivent résolument s'adapter à tout ça. Mais pour s'adapter à tout ça, il faut des moyens et on le sait, hein, les petites organisations n'ont pas forcément de services RH ou ont des services RH qui sont très restreints et qui ont des difficultés à proposer des outils attractifs, effectivement. Et puis, un turnover très, 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 très important. Alors, l'idée du recrutement autrement, c'est changer de posture, c'est-à-dire que c'est vous le client, c'est l'entreprise, c'est le recruteur qui est le client et qui doit faire savoir au candidat, qui doit l'inciter à venir vers lui en étant attractif. Et c'est mieux se connaître ou se faire connaître pour mieux recruter. Donc, de l'adaptation et de la communication. Alors, comment on fait tout ça? Recruter autrement, c'est travailler. Alors, c'est un terme avec lequel je ne suis pas toujours très, très en connexion. La marque employeur me gêne un peu, mais c'est un terme qui est connu et qu'on utilise beaucoup. Oui, effectivement, c'est travailler sa marque employeur, c'est-à-dire c'est transparent, véhiculer des valeurs. RSE, environnement, qualité, des chartes de développement, du service client, du service aux partenaires. C'est communiquer aussi beaucoup sur les conditions, l'autonomie, le travail collaboratif, la constitution des équipes, la porosité entre les services, qui sont des choses qui vont parler. Et ça, il faut vraiment l'utiliser lors de la diffusion d'offres d'emploi. Et puis l'utilisation d'outils actuels, réseaux sociaux, vidéos, numériques, pages entreprises, qui sont des outils qui vont de pair avec l'attractivité que vous pouvez afficher pour la génération Z. Recruter autrement, c'est aussi beaucoup d'utilisation de cooptation, des témoignages de personnes qui sont déjà dans l'entreprise. C'est aussi casser les codes des entretiens avec des tests, avec des escape games, des lieux différents. Peut-être un entretien qui ne va pas se faire avec un jury qui est derrière une table et le candidat en face, mais plutôt dans une salle d'accueil, dans un salon, dans une salle de pause, de façon active dans l'entreprise. Voilà, il faut casser ces codes-là qui sont ressentis comme étant des approches trop rigides et qui vont plutôt déconnecter les candidats. De l'immersion aussi. Alors, faire des liens avec les écoles et qui est une très très bonne chose et qui permet de commencer à amorcer des connexions et des connexions de collaboration avec les étudiants qui seront vos collaborateurs de demain. Et évaluer différemment avec des réflexions alternatives sur les profils, c'est-à-dire réfléchir en amont au-delà de quels sont les savoirs et les savoir-faire dont nous avons besoin, mais plutôt de quel talent et de quel savoir-être et en quoi l'appétence pour telle ou telle activité doit être mise en avant pour pouvoir définir de qui on a besoin. Ça nécessite de la réflexion, de la projection sur cette notion de talent et d'appétence pour attirer les candidats. Je pense qu'alors, on peut passer peut-être ça, Franck, je l'avais laissé, mais je crois que j'étais assez bavard. Mais c'est vrai que nous, on se penche beaucoup à la PECITA sur ces notions de talent et d'appétence en amont. Alors, toutes les entreprises ne sont pas prêtes à le faire parce que c'est lourd, c'est long. Il faut utiliser des outils. Ça coûte un peu d'argent parce qu'il y a des tests, il y a des outils qu'il faut s'approprier. Mais je pense que devant la difficulté qu'on a à recruter ces générations-là, ce sont des investissements avec des retours sur investissement qui peuvent être intéressants. Merci beaucoup, Philippe Béor. Donc, je rappelle, vous êtes délégué régional de la PECITA. Merci beaucoup pour cet éclairage, ce vaste tour d'horizon, j'allais dire à la fois des attentes des jeunes de la génération Z, de la Gen Z, et puis donc l'adaptation en conséquence
finalement que les entreprises doivent mettre en place pour essayer de convaincre ces jeunes de s'investir dans l'entreprise. Je vais vous proposer maintenant le témoignage de Monsieur Benoît Opec d'Elio Réseau. Benoît, nous allons nous tutoyer puisque nous le faisons naturellement à chaque fois que nous nous voyons. Donc, tu es directeur d'Elio Réseau à Angers. Elio Réseau, c'est une plateforme de services RH, mais tu nous en diras plus. Nous allons voir avec toi comment votre plateforme s'est emparée des aspirations de ces jeunes collaborateurs. Peux-tu présenter Elio Réseau, Oui, Benoît? bonjour à tous, hein. Effectivement, moi Benoît Opec, je suis directeur de la plateforme Elio Réseau. La plateforme Elio Réseau ANFA chez nous, c'est une plateforme de services RH qui a la particularité d'être spécialisée dans l'apport de services RH à destination des entreprises de la production agricole, donc qui est notre périmètre d'activité. Et dans ce périmètre de service, on a notamment dans cet espace la gestion de 3 groupements d'employeurs, qui nous amène du coup à être confrontés en tout cas à des questions de recrutement et à la question du renouvellement de nos salariés à plusieurs niveaux. Sur la partie fonction support de notre plateforme RH, où on a du coup plutôt des fonctions voilà, avec des compétences RH au service de ces entreprises agricoles, on est passé d'une dizaine de salariés à 28 salariés aujourd'hui depuis une dizaine d'années. Donc on a en tout cas connu un premier effet de seuil d'organisation et qui nous a amené à se poser la question de comment il fallait qu'on s'organise face notamment aux générations qui arrivaient. Et d'une deuxième façon, parce que sur nos groupements d'employeurs, on a à peu près 200 salariés chaque mois qui travaillent sur le groupement. Sur ces 200 salariés, on a une soixantaine de CDI et avec un niveau de turnover assez important, hein, c'est presque 20 à 30% de nos CDI qui sont renouvelés chaque année, de par la particularité peut-être des profils qu'on peut accueillir, et donc toute une partie de jeunes générations sur ces espaces-là qui passent par nos structures avant de s'installer. Mais on a aussi une soixantaine de contrats d'alternance, donc là aussi on touche toute une partie de cette génération Z par ce volet-là. Et sur l'un des groupements qui assure du remplacement, donc qui remplace ces agriculteurs sur différents motifs sociaux, on a 200 à 300 salariés, mais qui souvent passent par le remplacement en plus d'autres choses. Et donc on a notamment beaucoup d'étudiants qui viennent travailler sur les services de remplacement. Et donc là aussi, on est confronté de façon plus forte à la génération Z. Vous êtes plusieurs au sein d'Elio Réseau à procéder au recrutement. Quel est votre discours auprès des jeunes pour les recruter? Alors, c'est vrai que je ne sais pas sur les parallèles ou pas avec la présentation qui a été faite, mais en tout cas, la question de se poser en tout cas, le fait de se poser la question, de se dire qu'est-ce qui fait que les gens vont venir vers nous, c'est un sujet fort parce qu'on a un enjeu d'attractivité à la fois en interne pour le renouvellement, mais aussi sur nos groupements d'employeurs, sur les métiers de la production agricole. Peut être un des éléments qu'on s'était dit, en tout cas dans nos échanges francs, c'était que sur cette question un peu court-termiste de la génération qui arrive, la difficulté à se projeter, nous, on a vraiment inscrit la question de la mobilité professionnelle comme faisant partie intégrante de notre schéma d'organisation. Finalement, la notion de fidélisation, ça reste toujours important qu'on puisse fidéliser une partie de collaborateurs, mais c'est pas une fin en soi. La question de la mobilité, elle fait partie du parcours de travail du salarié. Il arrive chez nous, il partira peut-être voilà, au bout d'un certain temps. Et donc, dès le départ, on est dans cet espace de dialogue autour de ça, en tout cas, sur cette question de la mobilité. C'est-à-dire qu'à la fois en interne chez nous, sur les fonctions support, on a tendance en tout cas, à se projeter pour des missions à 1 an, des fois à 2 ans, enfin, sans nécessairement avoir besoin de se projeter dans la durée, et à revisiter cette question de la projection au sein de l'organisation de façon régulière. Donc, pour rester dans cette logique de réengagement régulier, finalement, hein, dans la promesse qui peut être faite, et peut-être aussi du côté de la partie de production agricole. Alors c'est vrai qu'on parlait de la contrainte un peu en production agricole où on est figé dans une partie des conditions de travail ou dans ce qui peut être proposé. Notre modalité groupement d'employeurs, de fait, ça nous donne une certaine richesse par rapport à ça, ou en tout cas un avantage sur lequel on va pouvoir communiquer, parce qu'on est en mesure chez nous de proposer aux personnes de changer de métier sans nous quitter finalement, hein. Je peux faire le choix de changer d'entreprise d'accueil tout en restant au sein du groupement d'employeurs. Donc on inscrit vraiment cette mobilité professionnelle comme un levier et comme presque un avantage à venir travailler au sein des lieux réseau. Ça, c'était sur la partie mobilité professionnelle, et donc peut-être
l'autre élément sur la question du sens qui était reprécisé, c'est vrai qu'en tout cas, on essaye de donner sens à ce qui peut faire qu'on aurait envie de rejoindre notre plateforme ou de travailler dans une partie de nos espaces. On est quand même attaché à tout un espace autour de la solidarité agricole de par les missions qui sont les nôtres, et c'est vrai que c'est un élément en tout cas qu'on essaye de mettre en lumière auprès des jeunes. Et cette question de l'appétence, peut-être, je crois que vous utilisiez tout à l'heure dans l'intervention, c'est en tout cas un sujet de départ dans notre posture de recrutement. Quelles sont les appétences des personnes qui arrivent? Finalement, plutôt que de présenter ce qu'on va pouvoir proposer, on va essayer de creuser avec les personnes quels sont leurs espaces d'appétence pour essayer ensuite d'aller vérifier que ça puisse rejoindre une partie des nôtres. Mais du coup, on inverse un peu cette posture de recruteur, comme pouvait le préciser l'intervenant d'avant. Alors, enfin, cette réinterrogation, ce temps passé avec les collaborateurs, finalement, pour répondre à leurs attentes, ça demande du temps, de l'investissement. Est-ce que ça n'est pas trop lourd, trop coûteux, finalement, que de répondre aux aspirations de la génération Z dans votre organisation? Alors, c'est en tout cas un parti pris qu'on a essayé de mettre en place au sein de notre organisation, hein, notamment sur la partie interne, hein. Comme je disais, on est passé d'une dizaine de salariés à un peu moins d'une trentaine aujourd'hui, donc on a dû se poser la question du schéma d'organisation. On ne pouvait plus être, en tout cas, avec un niveau de management où moi-même, en tant que direction, j'étais en direct avec l'ensemble des collaborateurs, et on a fait le choix, du coup, d'avoir un niveau, en tout cas, on a le sentiment de management intermédiaire assez élevé. Donc, on est plutôt dans notre schéma d'organisation avec un management de 1 pour 4 ou 5. Et donc, on a dégagé du temps de façon significative dans le schéma d'organisation pour justement, voilà, parce que ça nous semble être en tout cas un des leviers de l'efficacité de la structure. C'est-à-dire que ça a un coût, de fait, hein, d'avoir un niveau de management intermédiaire peut-être assez élevé, mais que c'est gage de l'efficacité d'une partie du schéma d'organisation, de l'agilité. On a une structure qui a été amenée à se transformer, qui continuera à se transformer dans l'espace qui arrive, avec cette question justement de challenger une partie de la génération qui arrive par rapport à ça, et que en tout cas on a besoin d'un niveau de management important pour que ça puisse fonctionner. Ça, c'est peut-être un premier parti pris qu'on a pu avoir, et en lien peut-être avec la problématique des TPE dont vous parliez tout à l'heure. C'est vrai que dans une partie de nos entreprises agricoles, on n'a pas toujours un niveau RH important, ou en tout cas la capacité. Là encore, notre schéma d'organisation et le réseau, où on mutualise en fait un service RH, l'essentiel des entreprises qui travaillent. Il y a à peu près 1000 entreprises qui font appel à nos services chaque année, et l'essentiel d'entre elles sont des structures de moins de 11 équivalents temps plein, donc plutôt avec des niveaux de services RH peu dimensionnés. Finalement, par la plateforme, on amène un service RH mutualisé à destination de ces entreprises, avec toute une série de compétences et une partie de savoir-faire aussi sur cette question du management des générations. Donc, c'est levier sur ce volet-là. Peut-être avant de conclure, une dernière question, Benoît. On a entendu Philippe Béor nous dire que les jeunes de la Gen Z souhaitaient une conciliation, enfin avaient pour préoccupation de concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle. Est-ce que tu le constates, toi, au sein d'Elio Réseau, et dans l'affirmative, comment tu l'as mis, comment tu as réglé la question? Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait réglé. Génération, moi j'ai le sentiment, en tout cas pour partie, que ça devient intergénérationnel. En tout cas, dans notre schéma d'organisation, ça a dépassé la question de la génération Z, parce que c'est justement cette porosité entre les différents espaces et l'autonomie qu'il peut y avoir, ou la demande d'autonomie qu'il peut y avoir derrière. Moi, on la ressent chez nous quasiment à toute génération confondue, même si elle est peut-être affirmée de façon différente sur la génération Z. C'est vrai qu'on n'a pas la même capacité de le travailler en interne pour nos fonctions support que sur les métiers de la production. Sur la partie fonction support, de fait, nous, le télétravail, alors qui plus est après l'épisode Covid, mais c'est à l'initiative du salarié chez nous, mais 100% de l'équipe nous demande une part de télétravail, donc ça fait partie du schéma d'organisation. Sur des parts significatives, hein, on est jusqu'à 40% à peu près du temps de travail qui peut se faire en télétravail, et que c'est effectivement quelque chose qui fait composante de l'organisation. Il a fallu s'organiser autour de ça. Sur la question des horaires aussi, je pense qu'on a beaucoup poussé ce curseur-là de l'individualisation, tout en essayant de trouver un système qui permette de respecter l'équilibre des équipes et de l'organisation, mais où finalement, on a 2 accords temps chez nous, hein, un accord temps en 37h50 RTT, où on est en fait dans une grande individualisation des horaires, en termes d'heures d'arrivée, d'heures de départ.
On essaye en tout cas de coller à une partie des organisations individuelles des personnes. On a aussi quasiment la moitié de l'équipe qui est en forfait jour, ce qui peut être un peu atypique dans des structures associatives comme les nôtres, notamment aussi sur des statuts non cadres. Et finalement, chez nous, le forfait jour, il renvoie bien à cette question de l'autonomie. On est dans un dialogue plutôt d'objectifs. Voilà ce qu'on vise ensemble et voilà, avec des indicateurs et être en capacité quand même d'évaluer qu'on répond bien aux objectifs qu'on peut se donner, mais avec une grande autonomie sur la façon dont je m'organise pour atteindre ces objectifs. Et donc, ça donne de la souplesse. En tout cas, le fait de basculer en forfait jour permet aussi une partie de souplesse dans le schéma individuel et réaffirme cette autonomie et renvoie à la personne ce schéma d'autonomie. Ça, c'est peut-être plus en illustration de la partie interne fonction support. Sur la partie production, c'est plutôt une illustration. Peut-être, je te l'évoquais, Franck, sur un exemple. Alors là aussi, qui est une particularité de notre fonctionnement de groupement d'employeurs. On intervenait dans un paysage, voilà, à l'Assemblée générale de Tereda, plutôt sur la question justement de comment voilà, on manageait le travail aujourd'hui et se poser la question de la semaine de 4 jours en agroalimentaire parce que voilà, il y avait une difficulté à être attractif et que du coup, la semaine de 4 jours du travail par cycle, se poser la question de l'organiser. Donc, il y avait pas mal d'agriculteurs qui intervenaient en disant c'est un peu complexe quand même. Nous, vous voyez bien, la semaine de 4 jours, la production agricole, les vaches, il faut les traire tous les jours, etc. Ça peut poser question. Et on avait un adhérent qui est intervenu dans ce cadre-là et qui a fait le choix justement dans son schéma d'organisation. Il a un salarié donc, à la production agricole, en production laitière, et il a souhaité lui aménager sa semaine de 4 jours pour des questions justement d'équilibre et rester attractif et permettre la fidélisation de ce salarié. Et finalement, c'est nous, par le groupement d'employeurs, qui lui avons permis d'avoir ce schéma d'organisation, c'est-à-dire que nous, on lui met à disposition un salarié sur un jour par semaine pour son 5e jour dans son schéma d'organisation. Donc finalement, on a facilité la mise en place d'une semaine de 4 jours dans un schéma de production qui le rendait peut-être pas simple de cette façon-là, pas cette capacité du groupement d'employeurs à faire de la mise à disposition partielle, sachant que le salarié qui travaille un jour chez lui va travailler chez d'autres entreprises en parallèle. Donc c'était peut-être pour illustrer que même si c'est sans doute moins simple à la production, on peut imaginer des schémas d'organisation peut-être un petit peu différents qui permettent d'accompagner ce besoin d'organisation différente, ou en tout cas cette individualisation de l'organisation. Merci beaucoup pour Voilà. cette illustration de l'adaptation d'une organisation de services, en définitive aux agriculteurs. Donc, adaptation pour répondre aux aspirations des jeunes de la Gen Z. Alors, le temps avance significativement et nous avons perdu quelques participants après les 12h30 sonnées. Je ne vois pas de questions dans le chat. Est-ce que les participants qui sont avec nous souhaitent formuler une question particulière à l'attention de nos intervenants du jour? Je ne vois pas de demande de prise de parole. Eh bien, il me reste à vous remercier l'un et l'autre pour votre intervention aujourd'hui. Remercier nos participants d'avoir répondu présent à notre webinaire, en espérant que les quelques éléments que nous avons mis en avant aujourd'hui vous auront apporté, si ce n'est des solutions, au moins un début de réflexion et des pistes de travail. Donc, on l'a compris, des experts, des experts sont là pour aider les entreprises dans cette recherche et dans cette réflexion. D'où vous aurez, quoi qu'il en soit, les compléments d'informations sur ces enjeux-là auprès de vos fédérations professionnelles. Et puis, si vous souhaitez consulter, revoir notre webinaire comme tous les webinaires précédents, le rendez-vous est sur Choisir mon métier Pays de la Loire, avec l'adresse qui s'affiche à l'instant sur l'écran. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie encore pour votre participation. Le prochain midi de l'emploi et de la formation sera consacré à numérique emploi, former et développer les compétences et recruter dans tous les métiers et postes liés au numérique. Le webinaire se tiendra le 21 mars
le 21 mars précisément, et il sera animé par le MEDEF en la personne de Jean-Baptiste Drouet. Voilà, merci encore à vous. Bonne fin de journée. Je vais proposer à nos intervenants de rester encore quelques minutes avec nous pour un petit débrief. Et je vous dis au 21 mars pour notre prochain webinaire. Au revoir. Merci, bonne journée à tous. Ouais. Merci.